Mais d'abord, merci d'être aussi nombreux, avec autant de vigueur, car j'en suis le témoin direct, aux invitations que nous lançons à travers l'Institut Histoire et Lumière de la Pensée. Et comme ça marche de mieux en mieux, c'est pour nous très, très, très encourageant dans une conjoncture que vous savez difficile pour la vie des idées, pour la politique par ailleurs, et pour les perspectives qui s'offrent à nous. Je pense que ce sont des lieux à cultiver, enfin je le dis avec un peu de vanité. Là, vous m'entendez pas? Là, oui? Là, vous m'entendez? Alors, je disais que je me réjouissais de votre présence et que je considérais qu'aujourd'hui, ces lieux-là, les lieux comme l'Institut Histoire et Lumière de la Pensée, sont des lieux à protéger, à encourager, à développer, parce qu'ils ont vocation à intervenir dans une vie des idées qui est un peu menacée par la conjoncture politique et par la conjoncture, je dirais, générale, peut-être internationale aussi. Là, vous m'entendez? Encore? Un peu? Bon, ok. Je voudrais remercier, bien sûr, Philippe Descola d'être à mes côtés ce soir et qui a accepté de participer à cette radioscopie de son œuvre et de ses engagements. Je dirais d'abord en Amazonie, c'est-à-dire les enquêtes de terrain auxquelles il a procédé auprès des Indiens Jivaro Achuar, des enquêtes de terrain qui ont débouché sur tout un travail méthodologique et théorique et qui aboutit à des livres très singuliers sur lesquels nous allons nous arrêter, bien sûr. Le dernier en date, qui n'est pas tout à fait le dernier, mais enfin qui est le dernier véritablement savant, Les formes du visible, dont je vous recommande vraiment la lecture. C'est un livre très extraordinaire par sa confection même, par la richesse de son iconographie et par la vigueur de l'interpellation que Philippe nous adresse. Au-delà de ces performances et de ces réalisations textuelles et iconologiques, il ne faut pas oublier non plus l'attention que prête Philippe aux nouvelles sociabilités de type zadiste, de type Notre-Dame-des-Landes. Vous voyez jusqu'où on va à l'Institut, et sur lesquelles, bien sûr, on s'arrêtera parce que c'est la projection politique de ce travail de terrain et théorique, et qu'il faut évidemment parler de ça aussi, et nous le ferons. Alors nous le ferons dans un premier temps à partir d'un entretien qui va se dérouler avec Charles Stepanov, qui est à ma gauche. Charles est anthropologue lui aussi. Il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il est par ailleurs membre du laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France. Et il est l'auteur de toutes sortes d'essais, de références, et notamment, je pense que le dernier en date était L'animal et la mort. L'animal et la mort, c'est le titre, voilà. Et c'était également en 2021, comme Les formes du visible dont je parlais tout à l'heure. Alors, je suggère qu'on consacre 3/4 d'heure ou 1 heure à cette première phase de notre séance, c'est-à-dire l'échange entre Charles et Philippe. Et puis ensuite, on ouvrira le débat, peut-être d'abord depuis la tribune, où je me réserve de poser peut-être 1 ou 2 questions, mais de transition pour ensuite ouvrir l'affaire à la salle. Et là, vous pourrez intervenir très, très librement. Et donc, Charles, c'est à vous. Très bien. Bonsoir à tous. C'est une grande joie pour moi de participer à cette soirée autour de l'œuvre de Philippe Descola. Je crois que quiconque suit l'actualité intellectuelle en France sait qu'il est l'un des penseurs les plus marquants de notre époque, un des plus influents à l'échelle mondiale. Il a amené à s'interroger sur des notions qui sont les plus fondamentales des sciences sociales, la notion de société, celle de nature, celle de culture. Tout ça à une époque où la crise écologique nous montre que ce travail de réflexion n'est pas un jeu mental gratuit, mais une nécessité impérieuse. Et puis aussi, je crois que quiconque ouvre l'un des livres de Philippe Descola se rend compte aux premières phrases qu'il est aussi un de nos grands écrivains. Si vous avez un moment de panne d'inspiration ou de cafard, prenez un livre de Philippe et laissez-vous porter par cette prose au rythme puissant qui est à la fois ultra précise et poétique, à la fois monumentale et souvent drôle, et vous retrouverez confiance dans la beauté de la langue
et dans la puissance de l'esprit humain, tout en enrichissant votre vocabulaire. Voilà. C'est ce dont tout le monde peut se rendre compte, mais j'aimerais aussi évoquer une œuvre moins visible de Philippe Descola, une œuvre institutionnelle et humaine, celle d'avoir défendu la possibilité d'une recherche fondamentale, un espace de liberté intellectuelle, non pas pour son propre usage, mais généreusement pour les autres. Et je suis de ceux, nombreux, qui lui sont reconnaissants pour cela. Alors on va discuter autour de plusieurs ouvrages, je vais les nommer pour que vous puissiez situer le parcours intellectuel et l'œuvre de Philippe Descola. La nature domestique, publié en 1986, Les lances du crépuscule en 1993, Par-delà la nature et culture en 2005, Les formes du visible en 2021, et puis on évoquera Ethnographie des mondes à venir, publié avec Alessandro Pignocchi en 2022. Alors, j'aimerais qu'on commence par parler de la discipline qui nous réunit et ce choix que tu as fait, Philippe, ayant commencé des études en philosophie, comme tu le racontes au début de La nature domestique, tu parles de la fascination de votre génération d'étudiants pour Althusser, et tu décides, je cite, de quitter la communauté hautaine des philosophes et de t'enfoncer dans les ténèbres de l'empirie. Et tu dis, l'ethnologie me tira de cette léthargie dogmatique althussérienne en me donnant une leçon tout à la fois d'humilité et d'espoir. Alors c'est au tout début de l'œuvre de Philippe Descola, les premières pages de La nature domestique, et ça fait une résonance, je trouve, à travers toute l'œuvre de Philippe Descola, en fait. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi l'ethnologie peut être une leçon d'humilité et une leçon d'espoir? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci Olivier Bétourné de cette invitation et merci Charles de t'être prêté à ce dialogue. C'est un dialogue que nous entretenons depuis très longtemps, sauf que ce soir nous le faisons en public. Il y a une tradition en France qui donne à l'anthropologie française une partie de sa spécificité, c'est qu'elle est souvent pratiquée par des gens qui ont commencé par être des philosophes, ou en tout cas des étudiants en philosophie. Ça commence avec Durkheim au moins, et ça s'est poursuivi tout au long des dernières générations, tant en anthropologie qu'en sociologie, et ce qui donne une couleur un peu particulière à la façon dont les anthropologues, beaucoup d'anthropologues français, c'est le cas de Charles aussi, abordent les domaines empiriques qu'ils choisissent d'étudier. Je peux commencer par une petite anecdote d'une certaine façon. J'étais à l'Université catholique de Louvain pendant le week-end dernier où on m'avait demandé de donner la conférence Husserl. Et pour moi, c'était évidemment, pour un ancien étudiant en philosophie, c'était très émouvant d'avoir à donner la conférence Husserl parce que Husserl était l'un des grands auteurs auxquels nous consacrions beaucoup de nuits de veille. Et ça m'a amené à relire Husserl après bien des années où j'avais un peu délaissé, et la discussion s'est ensuite ouverte avec tous ces jeunes philosophes qui venaient de toutes les régions du monde et qui étaient réunis par leur intérêt pour la phénoménologie en général. Et cette discussion m'a fait prendre conscience à la fois de l'importance de la formation philosophique que j'avais pu acquérir, et en même temps de la nécessité de la dépasser par l'expérience du terrain. Au fond, ce que je souhaitais faire, au-delà de la formation intellectuelle que donne l'étude des grands textes philosophiques et cette espèce de mécanique qui vous conduit à savoir décortiquer un texte, à analyser les différentes significations d'un texte, à jouer entre les concepts, etc. Ce qui me manquait dans cette formation, que je le répète, qui m'a été fort utile et que je continue à apprécier, c'était au fond
c'était fondé sur des expériences de pensée. La philosophie, c'est quand même des expériences de pensée qui se répètent de génération en génération et dans lesquelles une génération de philosophes va réfléchir sur les expériences de pensée d'une génération précédente. Ça fait 2500 ans que ça dure, et ça continue à marcher assez bien. Mais ce qui m'intéressait, c'était de voir comment des gens, un collectif humain, pouvait, à travers sa vie, proposer des expériences non plus de pensée, mais de vie qui donnaient matière à penser. Et cela, évidemment, j'avais commencé à le découvrir à travers la lecture de Claude Lévi-Strauss, qui très tôt, je pense en particulier à Triste Tropique, c'est un livre qui m'avait beaucoup marqué quand j'avais 16 ou 17 ans, et qui m'a conduit ensuite à lire des textes plus techniques et plus, disons, difficiles de Claude Lévi-Strauss, y compris des textes comme Les structures élémentaires de la parenté, mais condisciples philosophes ne lisaient pas. Eux, ils lisaient La pensée sauvage, qui est un des grands textes, effectivement, de philosophie du XXe siècle, mais pas les textes plus techniques. Et ce sont ces textes qui m'ont finalement attiré par par l'aisance avec laquelle Claude Lévi-Strauss démêlait des questions compliquées d'organisation de vie collective et qui m'a conduit à vouloir faire l'expérience, au fond, d'aller par moi-même voir sur le terrain, comme on dit, comment on pouvait mettre en œuvre ce genre de techniques et de méthodes d'enquête de façon à aboutir à une meilleure connaissance à travers un cas particulier de la diversité des façons de vivre la condition humaine. Alors allons justement dans les ténèbres de l'empirie sur le terrain. Donc à partir de 1976, tu as passé près de 3 ans en Amazonie équatorienne, chez les Achuar. Donc c'était une société qui avait gardé une forte indépendance par rapport à l'État national, un mode de vie emmaisonné, autonome, sur le plan de la subsistance, mais aussi sur le plan de leur rapport à l'invisible. Donc une dispersion extrême de l'habitat, ce qui ne facilitait pas la conduite de l'enquête de terrain. Des conditions difficiles, souvent dangereuses aussi, à cause des guerres intertribales. Parmi les difficultés, quand on arrive sur un terrain, il y a la langue, et en l'occurrence, les Achuar ne parlaient pas l'espagnol. Donc il a fallu plusieurs mois pour apprendre la langue. Philippe parle d'une enquête sur le mode de l'errance perpétuelle. Et en même temps, dans le dialogue récent avec Alessandro Pignocchi, tu parles d'un apprentissage de la sobriété, d'une découverte d'un peu de besoin, si ce n'est peut-être la musique et les beaux-arts. Alors, comment expliquer pour notre public ce choix d'un terrain tellement difficile qui implique tellement de renoncements ? C'est pas comme ça que je l'ai vécu sur le moment. C'est à 25 ans, qui était l'âge que j'avais quand, avec ma compagne Anne-Christine Taylor, nous sommes partis sur le terrain. Au fond, il y avait c'est inutile de le cacher, un goût pour l'aventure et pour une façon de vivre une expérience tout à fait hors du commun, puisque les Achuar, comme tu l'as dit, avaient accepté les premiers contacts pacifiques peu de temps auparavant, et donc on sautait dans l'inconnu d'une certaine façon, et il y avait une sorte d'exaltation de cette expérience qui n'était pas fondée sur un désir d'exotisme, mais qui était rationnel aussi, puisque ce qui m'intéressait, c'était de comprendre les rapports entre une société et son milieu. Et il m'avait semblé qu'une société comme les Achuar, dont j'avais eu des échos en filigrane en lisant des ethnographies de sociétés voisines, puisque personne n'y était allé encore, pouvait présenter un intérêt si on voulait s'attaquer à comprendre les rapports techniques, économiques, symboliques qu'une société entretient avec son milieu, puisque
n'y avait pas de salariat, il n'y avait pas l'argent ne circulait pas. Ils avaient des systèmes techniques complexes, mais avec relativement peu d'outils métalliques, etc. Et donc la situation était rêvée pour le genre d'études que je souhaitais mener, de ce que j'appelais à l'époque de la façon dont un collectif socialise la nature. Et donc les difficultés que tu évoques, elles étaient présentes, mais elles passaient au second plan devant la surprise quotidienne d'une expérience de vie hors du commun. Avec aussi tous les ethnologues qui ont connu ça sur le terrain, avec des périodes aussi où il se passe rien, des périodes d'ennui, où j'avais effectivement à ce moment-là la nostalgie de certaines aménités qu'on trouve en Europe, notamment, comme tu le disais, la musique, les tableaux des musées, des villes anciennes, de la littérature. J'avais amené quelques livres. La Pléiade, c'est formidable pour ça, parce que quand on doit se dépasser avec un sac à dos, il faut prévoir des choses qui soient à la fois denses et pas trop lourdes. Et donc, ça, c'était une façon, en quelque sorte, de garder un contact avec un univers dont j'apprenais. Au fond, c'est sur le terrain qu'on sait à quoi on tient, hein, parce que c'est ce dont on est privé. Et donc, c'est certains paysages, encore une fois, l'expérience esthétique et des choses comme ça m'ont manqué. Et en même temps, je découvrais que la vie quotidienne pouvait être facilement satisfaite par un minimum d'aménités, et que manger tous les jours à sa faim, avoir un toit qui vous protège de la pluie et du soleil, une rivière d'eau à l'eau propre pour se baigner, c'est des choses qui sont absolument fondamentales, et qu'on n'a pas toujours besoin de beaucoup plus que cela. Et donc ça apprend la sobriété par qui est un réflexe qui vient par la suite inciter à réfléchir sur là, je fais un bond en avant, c'est-à-dire à mon retour en France, l'abondance de la marchandise et le fait que la plupart des liens entre les personnes soient médiatisés par des marchandises m'a frappé de plein fouet. C'est des choses que je savais parce que j'avais une culture politique, notamment marxiste, donc je savais ce que c'était que le fétichisme de la marchandise. Mais le voir avec une telle brutalité, après avoir passé plusieurs années dans un monde où les besoins étaient limités, où il n'y avait pas d'aliénation, où il n'y avait pas d'exploitation de l'homme par l'homme, etc., ça rendait les choses beaucoup plus vivaces. Voilà. Donc je l'ai pas vécu du tout comme une privation, mais au contraire comme une façon de. C'est pas non plus comment dire, un goût de l'économie de moyens, ou bien du désir au fond de se dépouiller des biens de ce bas monde. Ce sont des choses qui sont venues spontanément comme ça. Alors, je pense que c'est important de situer ton travail donc, de thèse à l'époque, de doctorant, dans le contexte théorique des études sur l'Amazonie. Il y a à l'époque deux grandes approches, deux écoles, des chercheurs qui vont étudier les systèmes de pensée, qui vont étudier les représentations du monde, les taxonomies, le chamanisme, les rituels, les mythologies, donc le niveau symbolique du rapport au monde, et d'autres chercheurs qui ont des approches plus matérialistes et qui tâchent
de démontrer des corrélations, des causalités entre les ressources des biotopes et l'organisation sociale des sociétés amazoniennes. Or, ton travail, il a ceci de très original, et en le relisant, c'est frappant, de ne pas se situer en fait entre ces deux écoles et de recourir aux outils des deux méthodes. Ce qui n'est pas facile puisqu'il s'agit de mondes qui s'ignorent un petit peu et il y a une forme d'incompatibilité, ne serait-ce que dans l'écriture, dans la formalisation, dans la production aussi des données, puisque donc sur le terrain, tu vas collecter des matériaux sur le plan symbolique, des mythes, des rituels, des formules, des anentes adressées aux plantes, et aussi des données quantitatives extrêmement précises sur les surfaces cultivées, les jardins, puisque nous sommes chez des essarteurs, des horticulteurs itinérants sur Brully, une quantification de la consommation alimentaire des membres des maisonnées pendant plusieurs semaines, ce qui implique, imaginez, de peser la nourriture que les gens vont manger et de convertir cela en calories et en protéines. Donc, une utilisation finalement des méthodes des approches déterministes pour arriver à une conclusion très antidéterministe, qui est qu'il n'y a pas de causalité mécanique qui ferait que le biotope imposerait un certain type d'organisation sociale ou de vision du monde. Alors c'était un pari très audacieux, je trouve, cette façon de puiser dans ces deux méthodes, dans ces deux univers théoriques. Est-ce que c'était pensé dès le départ? Comment expliquer ce souhait? C'était une volonté de surmonter cet antagonisme? Oui, alors j'avais des doutes vis-à-vis du déterminisme environnemental qui régnait dans une grande partie de l'anthropologie, notamment anglophone, qui prenait essentiellement comme domaine d'objet l'Amazonie ou bien la Mélanésie, et qui visait à expliquer des institutions sociales par des déterminismes écologiques. Par exemple, qui expliquait la guerre en Amazonie, les guerres intertribales, comme un moyen de disperser des populations dans des écosystèmes où les ressources en protéines étaient, c'est-à-dire les animaux chassés, étaient eux-mêmes très dispersés. Et donc, j'avais des doutes sur ce type de déterminisme, qui étaient des doutes philosophiques ou épistémologiques, et je me suis dit, il faut examiner ça en détail et emprunter aux personnes qui mènent ce genre de recherche les mêmes outils que ceux qu'ils utilisent. C'est pour ça que je me suis livré effectivement à ces tâches assez fastidieuses, qui d'une certaine façon était une bonne chose pour commencer un terrain, parce qu'au début, quand on ne parle pas la langue, c'est un peu comme lorsqu'on regarde un film dans une langue étrangère et sans sous-titres. Donc on est obligé d'interpréter les gestes, les comportements sans l'indication du langage. Et c'est très frustrant. Et se livrer à ce genre d'exercice, c'est-à-dire mesurer des jardins, mesurer des carrés de densité de manioc et des choses comme ça fait passer le temps. Et aussi, ça montre aux gens avec lesquels on vit qu'on s'intéresse franchement à ce qu'ils font au quotidien. Et donc, ce genre d'enquête m'a été fort utile, parce qu'il a permis de montrer que tous les déterminismes qui étaient brandis par les spécialistes du déterminisme géographique ne tenaient pas. En particulier, les Achuar avaient occupé deux types de milieux assez différenciés. L'un qui était des grandes terrasses alluviales au bord des fleuves, avec une terre assez fertile, qui étaient les alluvions volcaniques drainées par ces fleuves depuis les Andes, et d'autre part une zone interfluviale de petites collines avec des sols acides qui étaient beaucoup moins fertiles. Et en fait, dans les deux cas, les Achuar avaient
développé les mêmes institutions, d'une part, donc ils n'avaient pas été déterminés par leur milieu, et d'autre part, les techniques qu'ils avaient développées les avaient amenés à une telle productivité que pour les jardins, par exemple, ils arrivaient à mettre en culture des jardins qui faisaient 10 fois la taille nécessaire pour assurer l'alimentation quotidienne. Et donc tous les arguments déterministes qui flottaient dans ce genre de littérature tombaient, ne tenaient pas. Et en même temps, il m'avait ce qui m'intéressait au fond, c'était la pratique des gens. C'est-à-dire dans ces deux courants de pensée que tu évoquais tout à l'heure, les moyens techniques qui étaient employés par les Achuar m'intéressaient autant que les moyens, disons, les techniques symboliques, les chants rituels qu'ils adressaient aux plantes cultivées ou aux animaux chassés. Et l'ensemble me paraissait former un tout. On ne pouvait pas distinguer d'un côté les techniques et de l'autre le symbolisme, mais l'ensemble formait un tout qui permettait de comprendre d'une certaine façon, d'entrer en relation avec les non-humains et d'y développer des rapports de coexistence et de partenariat d'une certaine façon que j'ai découverte à cette occasion, que je trouvais très originale. Voilà, alors justement, cette ethnographie amazonienne t'amène progressivement à développer une enquête anthropologique sur ces rapports entre les humains et les non-humains à travers le monde, à travers les différents modes d'identification des humains, en ayant comme point de départ l'animisme, donc que tu étudies en Amazonie. Aujourd'hui, Descola rime quasiment avec animisme, mais dans la nature domestique, tu as des mots assez durs pour cette notion, donc tu n'as pas été tout de suite convaincu. Tu en parles comme d'un concept fétiche, je crois, qui ne permettrait pas de rendre compte de la diversité des rapports aux plantes, aux animaux, aux astres. Qu'est-ce qui t'a amené à te réapproprier en fait cette notion qui était un peu vieillie? Est-ce que ça a été la comparaison avec le totémisme australien ou avec notre cosmologie à nous? Oui, alors sur le terrain, ce que j'ai découvert, c'est que ce que j'étais parti étudier, en fait, je l'avais conçu de façon erronée. C'est-à-dire, j'étais parti étudier la manière dont une société socialise la nature, c'est-à-dire utilise les catégories sociales qu'elle a développées au fil du temps pour les projeter sur la nature et transformer la nature de ce fait. Et je découvrais au fil des jours, des mois et des années que les Achuar ne concevaient pas l'idée d'une nature qui leur était extérieure, mais au contraire voyaient les plantes, les animaux, les esprits comme des partenaires sociaux avec lesquels ils entretenaient au jour le jour des rapports très denses du même ordre que ceux qu'ils entretenaient entre humains. Et donc ce premier constat m'a amené, lorsque je suis revenu en France et que grâce à Maurice Godelier, qui est un de nos vieux amis, lorsque j'ai été élu à l'école comme maître de conférence à l'école des hautes études en sciences sociales, j'ai commencé à faire un séminaire de recherche et je me suis fixé comme objectif d'essayer de comprendre les formes de continuité et de discontinuité entre humains et non-humains, puisque celles que j'avais observées en Amazonie contrastaient avec celles qui nous étaient caractéristiques en Europe, qui était une opposition entre d'un côté la société, de l'autre côté la nature. À l'évidence, ce n'était pas le cas en Amazonie. Et donc j'ai commencé un travail d'enquête collectif, puisque c'est le principe du séminaire, c'est-à-dire on discute des travaux avec les participants du séminaire, et progressivement m'est apparu un contraste entre précisément une certaine façon de traiter les humains et les non-humains que j'avais observé en Amazonie, mais que j'observais aussi à travers l'ethnographie des eaux dans d'autres régions du monde, dans celle qui était familière, puisque Charles est un spécialiste de la Sibérie,
en Sibérie, dans le nord de l'Amérique du Nord, dans certaines régions d'Asie du Sud-Est. J'observais partout des sociétés qui traitent les non-humains comme des personnes. Et donc, il y avait un premier contraste très fort, et c'est entre cela et puis ce que j'ai appelé par la suite le naturalisme, c'est-à-dire cette forme de séparation entre humain et non-humain qui s'est installée progressivement dans l'Europe moderne depuis quelques siècles. Et pour désigner ce que j'avais observé en Amazonie et ce que je voyais se déployer dans les ethnographies des autres, j'ai employé le terme d'animisme, en effet, que j'ai sorti un peu de la naphtaline, puisqu'il était soit renvoyé à une anthropologie considérée comme dépassée, celle de Edward Tyler, au début du XXe siècle, soit utilisé comme une sorte de catégorie fourre-tout pour désigner les gens qui n'étaient ni chrétiens ni musulmans dans les inventaires qu'on faisait. Dans tel pays, il y a tant de musulmans, tant de chrétiens, tant d'animistes, et donc c'était une catégorie fourre-tout par défaut. Et le contraste entre l'animisme et le naturalisme, il tenait au fait que dans les configurations animistes, les gens prêtaient aux non-humains des dispositions analogues aux leurs, les traitaient comme des personnes, donc ils leur imputaient une intériorité du même type que celle reconnue aux humains, tout en considérant que les corps au moyen desquels ils agissaient dans le monde les différenciaient catégorie par catégorie ou espèce par espèce, si vous voulez, du fait de ce que ces corps rendaient possible. Et évidemment, ça, c'était le contraire exactement de la façon dont nous, en Europe, nous avions conçu les rapports entre humains et non-humains, puisque, au contraire, depuis au moins le XVIIe siècle, nous considérons que les non-humains n'ont pas d'intériorité, ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de conscience, etc. Mais qu'en revanche, nous partageons avec eux des dispositions physiques qui nous rattachent, en somme, à l'ensemble des êtres organisés. Donc, au fond, il y avait dans l'un et l'autre cas la perception de continuité et de discontinuité entre humains et non-humains, mais qui ne passaient pas du tout au même endroit, mais qui, au contraire, étaient croisés. Et c'est ça qui m'a incité progressivement, dans ce séminaire de recherche que j'évoquais tout à l'heure, à développer l'enquête sur les différentes formes de continuité, de discontinuité entre humains et non-humains. Je veux souligner d'ailleurs à ce propos à quel point l'enseignement est quelque chose de fantastique de ce point de vue-là, parce que c'est par l'intermédiaire de l'enseignement, c'est par l'intermédiaire des échanges qu'on a avec les auditeurs du séminaire, c'est par l'intermédiaire des cours que l'on prépare, etc., que l'on avance, que l'on discute aussi avec les collègues, et que l'on arrive à former peut-être les bons jours, des nouvelles idées. Et alors arrive en 2005 la parution de Par-delà nature et culture. Donc moi j'étais jeune étudiant, on ne se connaissait pas, mais et je me souviens de l'effet de bombe en fait de cet ouvrage, dont je recommande bien sûr la lecture si vous ne l'avez pas encore faite. Et qui est très difficile à aborder comme ça, mais je pense que peut-être ces deux notions qu'on évoquait au début, leçon d'humilité et leçon d'espoir de l'ethnologie, peuvent servir d'approche, parce qu'il y a une leçon d'humilité extrêmement forte d'abord dans cet ouvrage pour tout scientifique, puisque ça commence par presque une démolition des fondements de la science, une remise en cause, en tout cas, de cette rationalité mise en place à partir du XVIIe, du XVIIIe siècle, et des principaux concepts sur lesquels sont bâtis nos champs de recherche, et en particulier l'ethnologie elle-même, avec l'idée que les ethnologues ont à étudier une diversité de cultures humaines
qui s'appuie sur une même nature, sur un monde commun qui est perçu de différentes manières. Donc diversité des cultures, unité de la nature, par-delà nature et culture, montre que cette façon d'organiser les choses, les rapports entre humains et non-humains, est quelque chose de situé, de régional, d'historiquement construit, qui n'est pas universel et qui nous gêne en fait, qui fait écran pour comprendre la diversité des rapports au monde et même mieux des formes de mondiation, des façons de faire monde dans les différents collectifs humains. Donc ça, c'est une très grosse remise en cause pour les chercheurs, et ça pourrait être même une remise en cause de l'enquête anthropologique elle-même. On pourrait tomber dans un scepticisme qui nous mènerait à nous dire que finalement chaque groupe, chaque collectif vit dans un monde qui ne sera jamais accessible, puisqu'il y a autant de monde qu'il y a de collectifs humains. Et dans ce cas, il vaudrait mieux abandonner l'enquête. Mais, et c'est là que vient la leçon d'espoir de l'anthropologie telle que l'amène Philippe, ce n'est pas un renoncement, c'est au contraire un programme extraordinaire de nouvelles enquêtes plus approfondies, grâce à la construction d'un cadre théorique qui n'hésite pas à emprunter à l'anthropologie cognitive, aux sciences cognitives, à un principe qu'il existe des aspects universels dans le fonctionnement de l'esprit humain, des modes d'inférence, des inférences partagées par tous les humains dès leur plus jeune âge, qui les fait distinguer des aspects mentaux, intentionnels dans les existants, et des aspects physiologiques, corporels. Donc c'est le contraste que Philippe nomme intériorité et physicalité, à partir duquel il bâtit une quadripartition entre 4 modes d'identification. Voilà, donc d'un côté, on reçoit une grande leçon d'humilité et puis une leçon d'espoir grâce à un programme d'enquête qui a inspiré de nombreux chercheurs depuis 2005, depuis la parution de cet ouvrage. Alors, j'évoquais tout à l'heure la figure de Husserl, qui a probablement joué un rôle aussi à côté de travaux en psychologie du développement que tu évoquais. Husserl dit que un être plongé dans le monde sans savoir particulier sur ce monde a 2 instruments pour connaître ce monde qui sont son corps comme siège de disposition et son intentionnalité. Et il m'a semblé que c'était une expérience de pensée intéressante pour essayer d'imaginer un sujet qui, plongé dans le monde en effet, pourrait, par comparaison avec les dispositions qu'il s'impute à lui-même, essayer de trier entre différents types d'entités qu'il observe et avec lesquelles il est en contact. Donc c'est une expérience qui est très intellectuelle, qui est très philosophique aussi, pour revenir à la première question sur l'importance de la philosophie. Et donc les différentes possibilités que cette expérience initiale rend possible sont au nombre de 4, tu l'as dit. Les 2 premières, je les ai évoquées tout à l'heure, c'est l'animisme et le naturalisme, qui sont des formes inversées. Donc, soit on dénie toute intériorité aux non-humains, soit on leur accorde une intériorité et symétriquement, soit on considère que les non-humains ont des natures qui leur sont propres et qui leur permettent d'avoir accès à des portions du monde qui sont chaque fois différentes, soit on considère qu'il y a une nature unique et que les humains et les non-humains participent de cette même nature, ce qui est la perspective que j'ai appelée naturaliste. Et il m'a semblé qu'on pouvait poursuivre cette expérience de pensée fondée
sur l'opposition entre continuité, discontinuité, physicalité et intériorité, pour rendre compte de deux autres formes de mondiation, puisque c'est une expression que j'ai commencé à employer assez systématiquement il y a quelques années, c'est-à-dire de façon de faire monde. L'une qui est le totémisme, qui est quelque chose qui a retenu l'attention des savants en Europe dès qu'on a commencé à avoir des échos ethnographiques de qualité sur les aborigènes australiens à partir du début du XXe siècle, et qui a retenu l'attention de tous les grands penseurs européens, pas simplement d'ailleurs les anthropologues, mais aussi les sociologues, pensons à Durkheim, ou même à Freud dans Totem et Tabou. Et une des caractéristiques étonnantes du totémisme australien, c'est le fait que les humains et les non-humains sont vus à l'intérieur d'un groupe totémique comme partageant des qualités morales et physiques analogues. Alors, c'est des qualités morales et physiques qui sont définies avec un certain degré d'abstraction, c'est-à-dire ils sont plutôt rapides ou plutôt lents, plutôt efflanqués ou plutôt corpulents, plutôt sombres ou plutôt clairs, etc. Et cela tient au fait que des prototypes, qu'on a longtemps appelés des totems dans la littérature ethnographique, que maintenant les spécialistes de l'Australie appellent plutôt les êtres du rêve, c'est-à-dire des prototypes qui se déplaçaient à la surface de la Terre à une époque qu'on appelle le temps du rêve. Ces prototypes ont laissé des semences qui s'incarnent depuis lors dans tous les membres humains et non humains d'une classe totémique, et qui, génération après génération, va permettre que se transmettent ces traits très singuliers qui vont caractériser chacune des classes totémiques. Autrement dit, on a ici un exemple dans lequel intériorité et physicalité sont semblables à l'intérieur d'un ensemble d'humains et de non-humains, mais diffèrent de groupe à groupe, parce que chaque groupe totémique a des qualités physiques et morales qui vont se différencier. Donc c'était une troisième formule. Et puis la quatrième formule qui en fait était... j'allais dire disponible de façon beaucoup plus proche, puisqu'elle caractérise notre passé immédiat, c'est-à-dire le monde médiéval et l'Antiquité. Mais on la trouve aussi en Extrême-Orient. Elle est fondée dans les communautés andines ou mésoaméricaines, elle est fondée sur l'idée que le monde est composé d'une multiplicité d'éléments, et qu'au fond, de singularités, et que chacun de ces éléments singuliers doit pouvoir être apparié avec d'autres éléments. Autrement dit, il s'agit de donner du sens à la vie, parce qu'un monde qui serait composé uniquement de singularité est un monde qui est impossible à penser, et un monde qui est impossible à vivre aussi. Et donc ces réseaux de correspondance qui sont tout à fait caractéristiques de ces systèmes sont tous fondés sur le raisonnement analogique, qui est universel, mais qui dans ces systèmes-là joue un rôle beaucoup plus important. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça l'analogisme. Ça m'avait frappé à l'époque, parce que je relisais un chapitre du livre de Michel Foucault, Les mots et les choses, qui porte sur les formes d'appariement de la pensée de la Renaissance, qui s'appelle La prose du monde. Et je lisais en même temps un livre de Granet sur la pensée chinoise. Et en réalité, alors que l'on avait tendance à opposer de manière très systématique la pensée européenne et la pensée chinoise, je voyais se déployer sous mes yeux des formes de correspondance du même type qui avaient été développées à la fois à la Renaissance et dans la pensée chinoise classique. D'où cette idée de l'analogisme, qui donc est fondée sur cette discontinuité généralisée des intériorités et des physicalités, qui est caractéristique de l'analogisme. Par exemple, ça se voit dans les théories de la personne, c'est-à-dire dans l'analogisme, les personnes sont constituées d'un nombre considérable d'éléments
qui sont en équilibre instable, qui se transforment en permanence. On a des exemples très parlants, aussi bien au Mexique qu'en Afrique de l'Ouest, par exemple, qui sont fondés aussi sur la nécessité d'organiser toutes ces discontinuités dans des systèmes cohérents, et donc la hiérarchie joue un rôle très important. Et on voit ça, par exemple, dans la pensée médiévale, avec la grande chaîne de l'être, et l'ordonnancement de tous les éléments du monde sur une chaîne qui va de l'ens perfectissimum, qui est Dieu en général, et en tout cas au Moyen-Âge, et puis jusqu'aux êtres les plus humbles, qui sont séparés par des petites discontinuités, mais qui forment une sorte de continuité générale le long de cette chaîne. Donc ce genre de système m'a paru intéressant, et je suis assez heureux de voir que des historiens à la fois du monde médiéval, de l'Antiquité, mais aussi de l'Extrême-Orient, ont trouvé que c'était un modèle intéressant pour rendre compte des spécificités de leurs objets d'étude. Alors, dans Père de la nature et culture, cette exploration des modes d'identification, elle se fonde sur des ethnographies et des travaux d'historiens, comme tu viens de nous le rappeler. Et dans les formes du visible, tu vas explorer ces modes d'identification à travers les images, à travers des iconographies. Alors, Olivier l'évoquait, c'est un ouvrage extrêmement riche à nouveau, avec une iconographie magnifique qui vous fait passer des masques Yupik au tableau de la Renaissance, à l'art contemporain. Mais alors, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu cherchais à trouver une confirmation dans l'iconographie de ce que tu avais déjà démontré par les ethnographies et les travaux des historiens, ou est-ce qu'il y avait quelque chose de nouveau qui apparaissait dans les images? Alors, au début, je cherchais, comme tu l'as dit, une confirmation. Je dis, si le modèle que j'ai proposé dans Par-delà nature et culture des différentes formes de mondiation a une fécondité, on doit pouvoir trouver son expression dans d'autres domaines que le domaine discursif, puisque c'est là-dessus que j'avais fondé les données que j'utilisais dans Par-delà nature et culture, sur des textes, c'est-à-dire à la fois des ethnographies, des descriptions de rituels, des traités philosophiques, des traités médicaux, etc. Un bon domaine à explorer était évidemment les images. Et donc je me suis lancé dans cette opération en sélectionnant dans un premier temps les images telles qui étaient celles qui correspondaient à ce que je connaissais de chacun des modes d'identification. Et puis au fil du temps, l'affaire s'est trouvée beaucoup plus compliquée. C'est pour ça que le livre fait un peu plus de 800 pages. Je me suis intéressé non seulement à la façon dont les images pouvaient donner à voir au fond, la structure ontologique du monde, c'est-à-dire les présupposés, les implicites, et notamment ces formes de continuité, de discontinuité que je décrivais tout à l'heure, mais en même temps, comment les images peuvent donner à voir, pour chacun de ces modes d'identification, comment elles se constituent à travers une organisation d'espace, de l'espace visuel, qui a sa propre logique. Et enfin, comment ces images interviennent dans la vie quotidienne parce qu'elles déploient une puissance d'agir qui fait de ces images des acteurs de la vie quotidienne, reçus dans des réseaux et activés dans certaines circonstances. Donc, 3 champs, au fond, des images qui me paraissaient intéressants d'étudier, dont j'ai essayé de montrer qu'ils étaient structurés par les mêmes principes dans ces 4 modes d'identification. Et donc j'ai vécu immergé dans les images. J'ai commencé à travailler là-dessus. J'ai obtenu une année sabbatique que j'ai passée
à Munich, où il y a à la fois un très beau musée d'ethnographie avec une très riche bibliothèque et bien sûr beaucoup d'objets, et en même temps un institut d'histoire de l'art réputé. Et j'ai passé toute l'année à m'immerger dans des images de toutes sortes pour essayer progressivement de mettre en place les modèles que j'ai développés ensuite dans les formes du visible. Alors, dans Par-delà nature et culture, tu préviens le lecteur qu'il ne trouvera pas là les plans d'une nouvelle maison commune qui serait plus hospitalière aux autres cosmologies. Et j'ai l'impression que ces dernières années, tu es allé un peu plus dans des suggestions, des pistes pour construire ce plan d'une nouvelle maison commune, avec des questions politiques sur les rapports de force, les rapports de domination entre ces ontologies. En réalité, je pense qu'il y a déjà un aspect politique dans le fait d'accorder une dignité égale à ces 4 modes d'identification. C'est déjà un geste très fort de les mettre sur le même plan dans un tableau où chacun a sa place, et également digne d'études, d'intérêt, de réflexion et d'inspiration, même si dans la réalité, évidemment, des distributions actuelles, le totémisme et l'animisme sont de petits confettis dans un empire naturaliste. Donc ça pose la question des rapports de force entre ces ontologies, ce qu'elles se font les unes aux autres, et ce qu'elles font au monde, bien sûr, d'un point de vue écologique. Le naturalisme, tu en montres le déploiement en Occident à l'âge moderne, mais il est vrai aussi que ce déploiement s'est fait avec des frictions, avec des résistances qui existent maintenant et qui même peuvent se développer dans une partie de la jeunesse qui se mobilise dans des luttes écologiques. Et il est frappant de voir qu'une partie de cette jeunesse s'est trouvée inspirée par des travaux, par les Achuar, à trouver, imaginer des connexions entre le monde qu'ils cherchaient à bâtir sur la zone à défendre Notre-Dame-des-Landes et le monde de petits groupes autonomes sur le plan à la fois matériel et politique. Cette notion d'autonomie matérielle et politique, alimentaire et politique, paraît très importante effectivement dans ces groupes de militants autour des ZAD. Tu as qualifié la ZAD d'une expérience sociale d'une portée exceptionnelle, née dans la lutte contre un projet pharaonique. Tu t'es également engagé publiquement en soutien au mouvement écologique Les Soulèvements de la Terre, qui avait été dissous par le gouvernement, avec une tribune dans le Nouvel Observateur « Je suis les Soulèvements de la Terre ». Et ces interventions ont peut-être été efficaces puisque, comme vous savez, le Conseil d'État a jugé cette dissolution inappropriée. Alors tout ceci, ça pose la question des échos possibles entre des poches animiques minoritaires à travers un monde à domination naturaliste. Tu cites quelquefois, et j'ai beaucoup aimé cette référence, Rabolio, le braconnier Sologno décrit par Maurice Genevoix dans le roman du même nom. Donc c'est un pauvre ouvrier agricole qui braconne et qui est dans une spirale de violence, va finir par tuer des gendarmes. Et tu le compares quelquefois à des Achuar. Et pour moi, ça a été intéressant comme piste. Ensuite, quand je me suis mis dans des enquêtes de terrain dans les milieux populaires ruraux, auprès des petits chasseurs paysans. Donc, voilà, quels sont ces réseaux entre des poches ontologiques? Tu peux nous en dire plus sur ce que tu perçois comme rapport entre ce qui se passe dans la forêt amazonienne et ce qui s'est passé dans le bocage breton, par exemple à Notre-Dame-des-Landes? Oui. Alors, au départ, mon ambition était d'abord d'une réforme conceptuelle. Tu l'as dit à plusieurs reprises. Dans ces 4 modèles de mondiation, de façon de faire monde, le naturalisme, c'est-à-dire au fond le fondement de la modernité, n'est que l'une des 4 possibilités, et de ce point de vue-là ne constitue pas le modèle implicite
qui permet de concevoir l'architecture du monde comme ça l'a été implicitement pour une grande partie des sciences sociales pendant longtemps. Donc il y avait ce côté de réforme, de décolonisation de la pensée, si je puis dire, qui pour moi jouait un rôle important dans la mesure où je me suis rendu compte, par la fréquentation de l'ethnographie, pas simplement de l'ethnographie, la mienne, mais celle des autres, à quel point les concepts qui se sont développés avec les sciences sociales et qui sont les concepts hérités des Lumières d'une part et du droit romain et du droit naturel ont façonné notre façon de percevoir les choses, et que des concepts, tu l'as dit tout à l'heure, comme nature, comme société, comme histoire, comme art, économie, etc., sont des concepts qui désignent une certaine réalité que l'Europe a voulu concevoir de façon réflexive au cours de son développement des derniers siècles, mais ne permettent en aucune façon de décrire des réalités sociales et culturelles, si vous voulez, hors de l'Europe. Donc ce premier élément a joué un rôle important, et puis familier par ailleurs des luttes autochtones, notamment en Amérique du Sud, pour la protection des territoires et des façons que les autochtones avaient de formuler, quelquefois de manière très originale et intéressante, les raisons pour lesquelles ils souhaitaient, ne voulaient pas, au fond, que leur territoire soit spolié, approprié, détruit par des envahisseurs. Cette expérience-là a trouvé un écho lorsque j'ai commencé à m'intéresser, à découvrir des territoires alternatifs en Europe, et notamment dans les ZAD, et notamment dans celle que tu évoques tout à l'heure, dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où je découvrais des expériences de vie collective dans lesquelles des jeunes gens, puisqu'ils sont pour l'essentiel comme relativement jeunes, ont décidé non seulement de protéger des milieux contre la destruction par des projets industriels, mais en même temps ont décidé de mener une vie complètement différente, en commun, fondée sur le rejet du consumérisme, fondée sur l'entraide, fondée sur la propriété collective, et aussi fondée sur l'identification profonde à des non-humains, à un paysage, à un type de milieu particulier qui évoque de façon très nette la façon dont des populations dans d'autres régions du monde, notamment dans celles que je connaissais en Amazonie, manifestent leur intimité, en somme, avec les non-humains. Il y avait donc un parallèle tout d'un coup qui était manifeste entre, d'une part, des luttes autochtones contre la spoliation des formes les plus brutales du capitalisme extractif, d'un côté, et puis de l'autre, des collectifs qui se créaient un peu partout, notamment en Europe, pour lutter contre d'autres formes d'accaparement des terres et de transformation, de dévastation écologique de territoires par des collectifs qui, pour certains d'entre eux, ça m'a beaucoup frappé à Notre-Dame-des-Landes, non seulement pour certains d'entre eux m'avaient lu, mais avaient lu beaucoup de littérature anthropologique et de littérature sur les luttes paysannes. J'ai rarement vu un tel degré de réflexivité que parmi les occupants de culture, au fond politique, que parmi les occupants de Notre-Dame-des-Landes. Donc, effectivement, lorsque le ministre de l'Intérieur parle d'éco-terroristes, ça fait un peu rigoler, parce qu'on aimerait bien que
tous les terroristes aient ce niveau de sophistication intellectuelle et de réflexivité que celui que manifestent les occupants de Notre-Dame-des-Landes. Donc c'est une convergence qui s'est produite progressivement, et j'ai essayé autant que faire se peut d'appuyer ces mouvements lorsque effectivement les occupants de Notre-Dame-des-Landes qui étaient dans une situation complexe, soumis à l'emprise policière et à tous les moyens que l'État peut essayer de développer pour s'opposer à des formes de vie collective qui ne correspondent pas à la norme. C'est vraiment cela, hein. Il s'agit de détruire toute forme, toute alternative possible. Et ça c'est devenu, ça m'a beaucoup frappé. Donc tout ce que je pouvais faire en tant qu'intellectuel et universitaire ayant certains échos, c'était de pouvoir collaborer, essayer de mettre un peu de ma notoriété au service de ces mouvements. Alors j'aurais une dernière question. Qu'est-ce qui fait que nous sommes ancrés dans ce naturalisme, dans par-delà nature et culture? Tu évoques plutôt les productions des scientifiques, des philosophes des XVIIe, XVIIIe siècles. Dans les formes du visible, tu nous montres, mais c'était déjà le cas dans Par-delà nature et culture, la précocité, en fait, l'avance qu'a prise l'art avec la représentation des choses objectivées dans les paysages. Mais dans votre dialogue avec Alessandro Pignocchi, tu montres, et tu l'évoquais à propos de ton terrain chez les Achuar, le rôle de la marchandise, la marchandisation du vivant, la marchandisation de la terre, la marchandisation de nous-mêmes aussi, du travail, de la force de travail, par le salariat. Donc, j'aimerais te demander quel est le facteur primordial. Finalement, cette notion de marchandisation, elle vient récemment, j'ai l'impression, dans ta réflexion, ou bien comment ça s'articule par rapport au rôle des savants et au rôle des artistes? Alors, il y a une formule de Merleau-Ponty que je répète souvent parce qu'elle me paraît très judicieuse. Dans son cours sur la nature au Collège de France, il disait ce n'est pas l'accumulation des trouvailles scientifiques qui a changé l'idée de nature, c'est le changement de l'idée de nature qui a permis le développement des sciences positives. Et je pense que le naturalisme, c'est ça, c'est un terreau. C'est une façon de faire monde qui rend possible le développement des sciences positives, mais qui a rendu possible aussi le développement du capitalisme, c'est-à-dire la séparation entre les humains et des non-humains conçus comme des ressources. Donc ça n'est pas un engendrement automatique, c'est une condition de possibilité. Et il me semble que aller lutter contre le capitalisme et contre tout le cortège de maux et d'iniquités qu'il transporte avec lui suppose aussi d'avoir une idée claire de ce qu'est le naturalisme et du rôle qu'il a joué dans la constitution du capitalisme. Cette extériorité des humains, d'une certaine façon, c'est ce qui a rendu les humains aussi extérieurs à eux-mêmes d'une certaine façon, c'est-à-dire sous tout le développement qu'on a appelé l'individualisme possessif dans les travaux de Hobbes, de Locke, etc., et qui sont fondés sur l'idée que les humains sont propriétaires d'eux-mêmes et en tant que tels, puisqu'ils sont propriétaires d'eux-mêmes, ils sont propriétaires de leur force de travail et sont donc en mesure de vendre leur force de travail, qui est une idée très nouvelle lorsqu'elle commence à être développée par la philosophie au XVIIIe siècle et qui aboutit aussi à ce que Karl Polanyi a montré dans notamment la grande transformation, c'est-à-dire l'idée
du désencastrement de l'économie des rapports sociaux. L'économie, avant, c'était jusqu'au XVIIIe siècle un ensemble d'opérations par le moyen desquelles, à l'intérieur de la famille, dans les corporations, dans des structures qui avaient encore beaucoup d'aspects féodal, les humains, les hommes produisaient des marchandises, les échangeaient, etc. Et puis, progressivement, au XVIIIe siècle, l'économie est apparue comme une sphère autonome et qui avait en elle-même sa propre justification. Ça fait partie des grandes transformations que le XVIIIe siècle a apportées. Le marché libre de la force de travail et de la terre, d'une part, et puis le désencastrement de l'économie, qui ont rendu possible le développement du capitalisme industriel ensuite. Mais je pense que tout ça s'est appuyé sur le naturalisme, c'est-à-dire sur cette séparation initiale entre les humains et les non-humains, conçus comme des ressources transformables, appropriables, moyens de production, moyens de s'enrichir, et évidemment qu'on pouvait transformer en marchandises aliénables. Ça, c'est quelque chose d'entièrement nouveau, au fond, dans l'histoire de l'humanité, de même qui est complètement nouvelle dans l'histoire de l'humanité, cette idée qu'on n'est pas responsable de l'état du monde. C'est-à-dire que de sa dégradation en particulier. Ça n'est que très récemment, et c'est une idée qui peine encore à pénétrer les esprits. On le voit au cours pour parler du quotidien de la campagne pour les élections européennes, l'idée que nous ne sommes pas responsables, au fond, la plupart du temps, de la dégradation que nous avons infligée à la planète. En tout cas, on essaye de repousser le plus loin possible cette idée. Ça, c'est aussi quelque chose de complètement nouveau. Et donc, cette toute transformation possible va supposer non seulement des transformations institutionnelles, bien sûr, par l'intermédiaire de la lutte politique en général, mais aussi des transformations intellectuelles, philosophiques, profondes, pour essayer de sortir des présupposés du naturalisme et pour revenir à j'allais dire revenir, ou en tout cas imaginer des façons différentes de concevoir des rapports entre humains et non humains. Il y a des éléments intéressants de ce point de vue-là, notamment en matière de droit. C'est une des choses que je trouve particulièrement original en ce moment, c'est ce mouvement qui consiste à donner une personnalité juridique à des milieux de vie, parce que ça transforme complètement le sens de l'appropriation, alors que l'appropriation, de manière classique, comme je l'ai dit, dans la philosophie politique de Hobbes et de Locke, elle est fondée sur le fait qu'on est propriétaire de soi-même, qu'un humain étant propriétaire de lui-même peut donc approprier des non-humains, peut approprier de la terre, peut s'approprier des ressources, etc. Si on considère qu'un milieu de vie est propriétaire de lui-même, à ce moment-là, ça va mettre les humains dans une situation beaucoup plus compliquée. Et c'est pour ça que philosophiquement, c'est très intéressant, ce mouvement qui a commencé en Nouvelle-Zélande, mais qui s'étend maintenant dans bien des régions du monde, qui consiste à donner la personnalité juridique à des milieux de vie. Ça, c'est un point évidemment capital, parce qu'il engage beaucoup une dimension de relations internationales et de droit fondamentales, c'est-à-dire de toute la structuration du système autour des États. Donc introduire une nouvelle dimension juridique autour des milieux de vie, c'est accepter l'idée d'aller quand même au combat avec tout ce qui structure aujourd'hui les organisations de régulation internationale, les organisations en tant que telles, et elles sont fondées sur des structures d'État, de relations d'État, de frontières d'État. Enfin, je vous fais pas le numéro. Et donc, arriver à convaincre les juristes de s'inscrire dans cette nouvelle cosmopolitique, comme vous dites, c'est évidemment un travail de longue haleine, certainement nécessaire, mais il faudrait alors considérer, par exemple, que l'Amazonie
devrait être considéré comme un bien commun, si j'ai bien compris, du monde vivant et non vivant. C'est pas tout à fait ça, et d'ailleurs, si je disais ça, je me ferais assassiner par mes amis brésiliens, qui sont, quelle que soit leur couleur politique, assez réticents à l'idée qu'on considère l'Amazonie comme une sorte de zone d'extraterritorialité internationale. Quand je parle d'un milieu de vie, c'est un milieu de vie. La différence qu'il y a entre ce que, par exemple, la Constitution de l'Équateur en 2008, si mes souvenirs sont bons, et la Constitution de la Bolivie en 2009 a mis en avant, à savoir l'idée qu'il y a des droits imprescriptibles de la nature. Ces choses-là sont intéressantes, mais dans la mesure où c'est le terme nature qui a été employé, ou bien un équivalent comme Madre Tierra, la terre-mère, ou la Pachamama, ou des choses comme ça, c'est-à-dire au fond des abstractions religieuses ou philosophiques, ne fait pas beaucoup progresser les choses. En revanche, un milieu de vie, c'est quelque chose qui est définissable en termes juridiques. Il y a des limites à un milieu de vie. En général, la plupart d'entre eux, jusqu'à présent, c'est des bassins versants. Et donc, c'est structuré par une rivière avec ses affluents, avec certaines caractéristiques géologiques, biophysiques. Et c'est ça qui rend la chose beaucoup plus pertinente, c'est que dans ce milieu de vie, il y a des non-humains, il y a des humains, et c'est l'ensemble formé par un milieu. Et c'est pour ça que le terme français est très, très utile, le terme de milieu. Un milieu, c'est pas simplement, c'est pas un environnement, c'est pas un écosystème. Un milieu, c'est un ensemble qui est occupé par des populations humaines et non humaines qui coexistent, qui cohabitent, et certains d'entre eux ont des caractéristiques originales qu'il s'agit de préserver en donnant à ces milieux une autonomie juridique qui leur permet de se défendre. Et au fond, je cite souvent un exemple que j'ai trouvé extrêmement intéressant d'une population autochtone de l'Amazonie équatorienne qui s'appelle Sarayaku et qui est venue à la COP 21 à Paris pour réclamer la reconnaissance légale de leur territoire en utilisant comme argument le fait que ce territoire devait être protégé parce que il permettait des relations, alors l'expression qu'ils employaient en espagnol, c'était matériel et spirituel entre humains et non-humains, tout à fait original. Et donc il s'agissait de préserver le territoire, non pas pour des raisons d'autochtonie ou de protection contre la spoliation, ce qui était le cas aussi bien sûr, mais essentiellement parce que le territoire était au fond le support de formes de relations originales. Et ça c'est très intéressant comme idée. Et c'est ça qui fait, qui diffère dans les. Et bien sûr, on les a écoutés, mais sans les entendre. Donc, il n'y a pas eu de résultat concret à cette demande. Mais c'est ça qui fait la différence avec, par exemple, le fait de conférer des droits à la nature, qui est encore une fois une abstraction. Très bien. On va ouvrir le débat à la salle. Qui veut poser une question ou deux? Non? Oui, monsieur. On va vous passer un micro. On va en faire circuler des deux côtés, comme ça. Alors la question? Oui, monsieur. Merci à vous deux déjà de nous avoir
proposer ce dialogue et je vous ai lu l'un et l'autre. C'est pour ça que j'ai été extrêmement. Je sais pas si on m'entend. Oui, pardon. Et vous ayant lu tous les deux, je veux dire que j'ai été frappé par certaines de vos propos, de vos écrits, Monsieur Descola, quand vous disiez, si je dis une bêtise, vous me reprendrez, bien sûr, à propos d'un terme qui n'existe pas en Amazonie, chez les Amérindiens, c'est-à-dire le terme de nature. Il n'y a pas de mot, hein, disiez-vous. Bon, voilà. Et quant à Charles Stepanov, ses écrits à propos de ce qu'il a décrit à propos du chamanisme sont absolument passionnants. De la même manière, Natacha Martin aussi est absolument magnifique. Ce que je voulais revenir sur la séparation entre le vivant et le non-vivant. Parce que ça me paraît le concept très fort ou l'idée très forte que vous partagez. Et là, je pense que cette séparation a lieu bien avant, comment dire, la fin du Moyen-Âge, mais elle procède de procès justement très délicats entre justement les cueilleurs, les chasseurs, puis la sédentarisation, la mise à mal du nomadisme, etc. Donc il y a un processus très lent et qui va, bien sûr, dans la dernière époque, celle que vous décrivez, à propos du naturalisme, qui nous propose aujourd'hui une fin, en quelque sorte, de quelque chose. Fin de ce rapport au vivant, et dont j'inclus dans le vivant, bien sûr, les humains et les non-humains. D'ailleurs, c'est un peu gênant parfois d'utiliser ce terme. Mais voilà où nous en sommes. Et j'aurais aimé, parce que je crois que c'est Charles Stepanov disait que nous sommes des confettis. Là, il y a beaucoup de confettis au regard de ce qui domine aujourd'hui. Et voilà, je dirais que je suis très pessimiste, pardon. Quelle est la question ? La question, elle est, je voudrais que pardon. Elle est contenue dans ce que je suis en train de dire d'une certaine façon. D'ailleurs, je voudrais que vous reveniez sur cette notion de séparation du vivant et du non-vivant qui a peut-être une origine beaucoup plus ancienne encore. Alors, je ne vais pas parler de séparation entre le vivant et le non-vivant parce que ce qui est venu se coaguler au XVIIe siècle avec la notion de nature ou de res extensa chez Descartes, c'est quelque chose qui est plus abstrait que la combinaison du vivant et du non-vivant. C'est tout cet ensemble d'êtres qui sont extérieurs aux humains et qui a acquis à cette époque-là un sens qui était un peu différent de la façon dont on parlait de la nature auparavant. Par de la nature et culture, je commence le livre avec une citation de Montaigne qui utilise encore la nature dans un sens plus ancien, qui est celui à la fois de la natura médiévale et aussi bien sûr dérivé de la physis grecque, c'est-à-dire du principe de développement des êtres, ce qui fait qu'un être a telle ou telle caractéristique. Et ce qui était l'emploi, au fond, le privilégié d'abord de la physis en grec et ensuite de la natura au Moyen-Âge, et qui progressivement s'est maintenu, et encore existe quand on dit la nature des choses, par exemple, qui s'est maintenu, mais qui, au XVIIe siècle, a cédé le pas à cette idée de la nature comme un domaine extérieur. Et de ce point de vue-là, je pense que on parle beaucoup en ce moment de la reconnexion avec le vivant, etc., parce que le vivant, du fait de peut-être des critiques, non pas des critiques, ou en tout cas des remarques que j'ai faites pour montrer que la nature n'était pas un concept universel, beaucoup de gens ont eu tendance à employer le terme de vivant comme un substitut pour parler de la nature, parce que c'est un substitut qui est moins marqué, au fond, que la notion de nature.
un milieu, c'est du vivant et du non-vivant, c'est-à-dire c'est du vivant qui se développe sur un substrat géologique avec des caractéristiques climatiques qui sont fondées sur l'ensoleillement, sur la pluviosité, etc. Donc le non-vivant joue un rôle absolument fondamental dans à la fois notre vie quotidienne et dans la définition des milieux. C'est pour ça que je suis pas enthousiaste à l'idée de substituer la nature comme concept philosophique par cette idée du vivant. Quant à la séparation, on pourrait longuement parler des caractéristiques singulières du développement de la séparation entre nature et société ou nature et culture et de leur histoire, et notamment du rôle qu'a joué le christianisme dans la séparation entre le créateur et le créé, donc entre une instance de détermination et poétique d'une certaine façon, c'est-à-dire qui fabrique quelque chose d'entièrement nouveau, et puis la création dont les humains font partie, mais qui ont une situation notamment dans la Genèse un peu particulière, parce que en particulier on a donné à Adam la capacité de nommer les animaux, donc une capacité d'organiser le monde. Et c'est quelque chose qui va être développé dans la théologie, notamment à l'époque médiévale, cette délégation que le Créateur a donnée aux humains pour organiser la création. Donc il y a un élément dans le christianisme qui prépare en quelque sorte cette séparation, mais qui n'actualise pas. Et puis j'ai fait l'hypothèse dans les formes du visible qu'il se passe quelque chose d'important au XVe siècle dans les images, qui vient rendre visible, au fond, certaines des caractéristiques du naturalisme, et en particulier la singularité absolue des humains par rapport au reste des êtres, que l'on voit apparaître dans un développement sans précédent de l'art du portrait, et notamment de la façon de dépeindre l'intériorité humaine par le regard, par les expressions, précédées probablement par certains mouvements de la fin du Moyen-Âge autour des images de dévotion, et puis d'autre part cette invention du paysage qui est d'abord un cadre dans lequel les humains déploient leur activité, au début religieuse, ce sont des images qui appartiennent à l'iconographie chrétienne, mais qui progressivement se déploient et rendent évident le fait que le monde est constitué d'un très grand nombre d'éléments qui sont structurés et dans lesquels les humains occupent une place tout à fait singulière et qui va prendre une forme évidemment tout à fait singulière avec le développement de la perspective monofocale en Italie du Nord, mais qui va aussi se développer avec d'autres formes picturales en Europe du Nord, dans la peinture flamande en particulier. Donc les images ont rendu concevables certaines des caractéristiques du naturalisme, avant même que ces caractéristiques ne soient thématisées et explicitées par des grands auteurs du XVIIe siècle, par Descartes, par Bacon, par Galilée, etc. Autre question ? Oui ? Merci. Vous avez parlé du moment quand l'économie se sépare
Smith, Hobbes, etc. Et il me semble que aujourd'hui, est-ce que d'abord cette séparation était sur une très longue durée? Est-ce que c'était un moment un peu révolutionnaire? Est-ce que c'était soudain ou est-ce que c'était un mouvement très long? Et en comparant ce moment avec aujourd'hui, dont vous parlez de ZAD, etc., est-ce que ce nouveau mouvement, et quand vous parlez de cette nouvelle notion juridique, est-ce que selon vous, ça va aussi être un moment révolutionnaire, soudain, un moment de transformation, ou est-ce que, de quelle notion de temps est-ce que... Voilà. Vous posez des questions très difficiles, parce que on peut pas demander aux sciences sociales de prophétiser l'avenir. Non, je voulais pas une prophétie, mais pour ce qui concerne ce que Polanyi appelait le désencastrement de l'économie, c'est que c'est un mouvement qui s'est produit au fond assez rapidement au XVIIIe siècle, avec l'invention de la science économique. Bizarrement, les premiers à parler de l'économie comme une science autonome, qui étaient les physiocrates, n'étaient pas les éléments moteurs de ce désencastrement, et c'est véritablement l'école des Lumières écossaises, et avec Adam Smith au premier chef, qui a rendu possible ce mouvement de séparation des phénomènes économiques comme étant des phénomènes autonomes par rapport à la vie sociale. Ça s'est passé assez vite, ça a été préparé sans doute par des mouvements comme je l'ai dit, la libération du marché du travail, du marché de la terre, qui est aussi une caractéristique du XVIIIe siècle. Mais au fond, ça a été très très rapide. Hein. Le XVIIIe siècle est un siècle particulièrement frénétique de ce point de vue-là, parce que il a abouti à ces phénomènes. Il a abouti à cette situation absolument extraordinaire qui était la chute de la monarchie française et des formes d'organisation collective complètement nouvelles. En même temps, une rage qui a éclaté en quelques années contre un système de domination. L'iconoclasme des révolutionnaires rétrospectivement est absolument prodigieux. La destruction des statues de saints dans les églises, etc. Il y avait une rage qui couvait depuis longtemps, mais il n'avait pas lu Rousseau, il n'avait pas lu Voltaire. C'est un ensemble qui s'est déployé tout d'un coup et très rapidement, et donc c'est pour ça que je suis souvent partagé entre l'optimisme et le pessimisme, et quand je suis trop pessimiste, je pense à la Révolution française, et donc je pense à un mouvement, à un soulèvement profond qui a été au fond un stade d'une série de transformations qui étaient imprévisibles quelques années auparavant. Voilà. La raison pour laquelle j'ai posé cette question, parce que vous avez tiré quelques parallèles entre certaines sociétés amazoniennes et ce qui se passe dans les ZAD d'aujourd'hui. Et je pense que ces sociétés-là étaient le produit d'une espèce un système de layering, si vous voulez, où à la fin, on a un long processus qui produit des croyances, des rapports, les milieux. Et ici, quand je vois les transformations qui sont en train de passer dans les ZAD, il y a une espèce de énergie et aussi une prise de conscience. Donc, c'est un mouvement qui est pensé, réfléchi et délibéré. Et en quoi est-ce que, c'est-à-dire, les parallèles peuvent aller jusqu'à un certain point, mais
Est-ce que ce mouvement pourrait être véritablement, rapidement transformatif? C'était ça ma question, c'était pas une prophétie. Ce qui me frappe dans les actes, c'est que à Notre-Dame-des-Landes, il y a moins de 200 personnes, donc c'est une minuscule minorité. Cela dit, il y a beaucoup de gens qui vont et qui sont solidaires avec ce qui se passe dans des endroits comme cette ZAD et d'autres. Et il y a un effet d'exemplarité qui, en particulier, incite au fond à réfléchir autrement sur les voies qui nous sont ouvertes pour conduire notre vie. Pour contribuer d'ailleurs à nous ramener un peu à ce réalisme, et sinon au pessimisme, est-ce que dans le traité de libre-échange que l'Union européenne se propose depuis je ne sais plus combien de mois, d'années, etc., de signer avec le Mercosur, alors le Mercosur, je rappelle, c'est l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay et la Bolivie, je crois. Est-ce qu'il y a une clause ou un ensemble de clauses de protection, de prise en considération de la fragilité, de la vulnérabilité de l'Amazonie? Pas. Ou est-ce que tout le monde s'en fout? J'aurais tendance à répondre que tout le monde s'en fout. Le Brésil est un cas intéressant parce que, quels que soient les gouvernants, on sent, c'est-à-dire que ce soit Bolsonaro ou bien Lula, et qui ont donc des politiques extrêmement différentes, malgré le discours officiel de Lula, malgré le fait qu'il ait nommé une ministre des Affaires autochtones qui est une autochtone, malgré le fait qu'il y ait que Marina Silva, qui est la ministre de l'écologie, soit quelqu'un de remarquable, il y a quand même cette idée des capacités productives, au fond, non seulement de l'Amazonie, mais aussi du Cerrado, c'est-à-dire de cette zone de savane et de forêt-galerie, qui est un écosystème également très fragile et qui est encore beaucoup plus soumis à la destruction que l'Amazonie par l'agrobusiness. Il est très difficile d'échapper, je pense, lorsqu'on est un dirigeant d'un de ces grands pays, notamment le Brésil, à l'idée qu'il y a un rattrapage nécessaire et que ce rattrapage, il doit passer par l'exploitation des ressources. Et donc c'est pour ça que, comme je le disais tout à l'heure, la plupart des Brésiliens, quelles que soient leurs options politiques, sont extrêmement méfiants à l'idée que l'Amazonie devienne un territoire protégé sous la protection des Nations Unies, si je puis dire. Oui, madame. D'abord, merci pour ce super moment. Et dans votre rapport, dans votre recherche du rapport entre société et milieu, j'aurais voulu vous poser comment vous vous positionnez par rapport au féminisme, disons, au féminisme. Parce que c'est un petit peu, on n'en entend pas, j'en ai pas beaucoup vu, perçu de choses en fait dans votre œuvre, et j'aurais bien envie que vous en disiez quelques mots. Ben, il y a un courant écoféministe qui est très important depuis pas mal d'années, qui contribue au fond au développement de la pensée à la fois écologique et féministe. Cela dit, je suis toujours, en tant qu'anthropologue, sensible au fait que les formes de relations entre les gens ou entre les sexes, pour reprendre un terme qui était
qui a longtemps été plus classique en français, sont très variables localement et que par conséquent, il est difficile de projeter les catégories, que ce soit des catégories de classe ou des catégories de race ou des catégories de genre, universellement sur des populations comme des critères d'intelligibilité de ce qui se passe. En Nouvelle-Guinée, par exemple, la domination masculine est un fait massif des populations autochtones qui a été bien étudié par les anthropologues et dont les différentes modalités sont fondées sur l'idée que les hommes doivent contrôler la fertilité féminine parce qu'ils sont incapables même de produire des enfants et que donc tous les mécanismes qui sont employés pour contrôler la fertilité féminine et exercer une domination sur les femmes jouent un rôle très important dans la structuration même de ces sociétés. Je pense que c'est beaucoup moins important dans le monde amazonien, par exemple, où il y a effectivement aussi une domination. Je pense que Françoise Héritier avait montré qu'il y avait une domination. La domination masculine était universelle, pas nécessairement irréversible, mais universelle. Et que par conséquent, dans le monde amazonien, où il y a également une domination masculine, l'axe même de la vie sociale ne passe pas par là, à la différence de la Nouvelle-Guinée. Ce qui compte, c'est moins les rapports entre les sexes que les rapports entre les humains et les non-humains, précisément. Donc, ces questions-là sont à moduler, au fond, en fonction des situations locales. Oui, mais il y a aussi, enfin, ce qui peut-être, il y a une représentation qu'on se fait aussi de ce qui se passe et de la division du travail, pas seulement du travail, mais des tâches, qui est très marquée peut-être par justement, le naturalisme, mais plutôt le sexisme, quoi, le patriarcat. Peut-être qu'on ne s'intéresse pas beaucoup à ce qui se passe du côté, justement, par exemple, quand on reprend dans les lances du crépuscule, on reste, ce qui se passe au jardin, ce qui se passe avec les plantes, est-ce que c'est moins fondamental dans le rapport entre société et milieu que ce qui se passe avec la chasse, quoi, par exemple. Enfin, j'espère que j'ai pas donné cette impression dans les lances du crépuscule. Non. J'ai consacré. Non, parce que vous n'avez pas beaucoup parlé de la chasse, d'ailleurs, en fait. Enfin, si, quand même. Non, j'exagère. Non, je pense que c'est au fond à quoi peut-on juger ça? Quels sont les critères locaux de l'accomplissement, de la grandeur, si on peut dire? Il varie en fonction des sexes. Pour une femme, c'est d'avoir un grand jardin, d'avoir des rapports harmonieux avec Nungui, l'esprit du jardin, de développer des compétences techniques, des choses que les femmes à Chouar étaient très désireuses d'avoir, c'était des nouvelles plantes. Donc, ma compagne et moi, nous leur apportions, c'était en général un échec parce qu'elles étaient dévorées par les insectes ravageurs, des plantes de tomates, de courgettes, d'aubergines, etc. Parce que l'expérimentation, la capacité de maîtriser le contrôle de la vie des plantes joue un rôle très important. Et une femme est estimée en fonction de ses compétences, de ce genre de compétences, de la même façon qu'un homme est estimé pour ses compétences de chasseur, pour ses compétences d'orateur ou de guerrier. Hein. Donc il y a une variation dans les critères d'estime. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui? Oui, bonsoir. Merci d'abord pour cette réunion et tout ce qui a été dit. Je côtoie à Paris
par métier, et des gens qui font mondiation, comme vous disiez, d'une façon très différente de la nôtre, même s'ils sont de notre culture, comme des autistes et des fous autres. Ce que j'aimerais savoir de votre part, parce qu'on a une espèce de naturalisation, nous, du développement humain, c'est est-ce que vous pensez que c'est universel, la séparation entre humain et non humain? Et si c'est universel, quelles sont même si elles sont très distinctes, j'aimerais que vous me fassiez rêver quelle est la plus étrange pour vous dans cette séparation-là. Je connais des gens qui font pas la même séparation que nous. Et aussi la séparation, deuxième que j'aimerais savoir si c'est universel ou pas, entre moi et pas moi. Vous voyez? Et la plus bigarrée que vous avez rencontrée dans votre existence. Merci. Alors, la séparation entre humain et non humain, si j'emploie cette expression, c'est, j'allais dire presque à mon corps défendant, c'est purement descriptif, parce que je ne souhaite pas reproduire à travers cette opposition l'opposition entre nature et société précisément. Donc c'est uniquement pour essayer de diversifier des êtres en fonction de certains des critères que nous avons eu l'habitude de leur attacher depuis le début de la modernité. Donc, mais j'ai bien conscience que ce n'est pas une formulation excellente. Je pense que partout, sont perçues des discontinuités entre humains et non humains, simplement ce ne sont pas les mêmes. C'est ça la base du travail que j'ai cherché à mener, de la même façon que sont perçues des continuités aussi, mais qui ne sont pas les mêmes. Et toujours donc, présentes. Elles sont toujours présentes, oui, parce que je pense qu'il est difficile de ne pas éprouver le fait qu'il y a quelque chose de commun avec les non-humains, justement. Alors, Lévi-Strauss, commentant Rousseau, parlait de la pitié, non pas de la pitié au sens de la commisération, mais de la capacité à s'identifier profondément à un autrui, quelle que soit la nature de cet autrui. Et ça, je pense que c'est la base, au fond, d'un rapport profond, essentiel, avec n'importe quelle forme de vie, mais aussi peut-être avec des formes d'existence qui ne sont pas vitales, avec un rocher, avec une rivière, avec une montagne. Mais cette identification, elle n'empêche pas la perception précisément de ces continuités, de ces discontinuités. Quant à la deuxième question, entre le moi et le non-moi, j'ai tendance à penser que l'absence de distinction relève de la pathologie. Vous êtes très occidental. Je sais pas, mais j'ai encore à trouver des cas dans lesquels il y a cette distinction n'est pas faite entre le moi et le non-moi. Il y a plusieurs façons de le faire, c'est ça. Oui, bien sûr. On a une autre question derrière qui sera la toute dernière. Bonsoir. Je voudrais faire un commentaire. Cela fait... Très brièvement, monsieur, parce qu'on n'a vraiment plus le temps. Nous connaissons M. Philippe Descola dans le cadre de l'Action France-Équateur depuis une trentaine d'années. Et je tiens à le remercier car il a participé à des tables rondes que nous avons organisées à Paris, aussi bien des tables rondes comme des conférences dans l'Essonne. Dans le livre, dans son livre « Les langues du crépuscule », j'étais très touché par la façon comme il aborde le monde poétique de Hachoir. Et cela doit nous donner beaucoup d'humilité. Le peuple Hachoir produit de la poésie. Ce n'est pas le monopole des grandes écoles, de l'école normale supérieure, des facs. C'est la poésie, et la connaissance est à la portée de l'être humain. Merci. Merci à vous. Très bien. Alors merci à tous et merci à Philippe, merci à Charles, merci de votre présence active. Merci, à bientôt.